OK. Alors, bonjour tout le monde. Ça va bien? Pas trop fatigué? Un peu. Merci de l'honnêteté. OK. Alors, je vais essayer d'être dynamique un peu, là. OK. Alors, ce que vous voyez à l'écran actuellement sont des statistiques sur différentes choses qui se passent sur l'Internet aujourd'hui. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les quelques 2 400 000 billets de blog qui ont été publiés depuis le début de la journée. Plusieurs là-dedans sont en fait des billets de blog qui concernent notre domaine. Plusieurs personnes là-dedans essayent de repousser les limites de notre science, de notre savoir-faire. Plusieurs là-dedans essayent de définir des patrons, des modèles architecturaux dont on peut peut-être s'inspirer. Alors, je vais essayer de m'inscrire là-dedans aujourd'hui et essayer de faire avancer les choses aussi. Alors, sans plus tarder, alors bonjour, je m'appelle Félix-Antoine Bourbonnais, je suis formateur et puis je suis coach pour Elapse Technologies. Au quotidien, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider des entreprises et des professionnels à améliorer leurs pratiques de développement. Je suis spécialisé en TDD, tests automatisés, architecture évolutive, mais j'aide aussi des équipes Scrum à produire plus de valeur au quotidien. Alors, parlons de Scrum. Qui fait du Scrum? Ouais, tout le monde, je pense, à peu près. Qui connaît Extreme Programming? Oh, c'est pas pire. Alors, on va parler un peu de Scrum. Au début de l'agilité, Scrum n'existait pas. Quand l'agilité est née, ce qui était à la mode, c'était Extreme Programming. À un tel point qu'en fait, Extreme Programming et l'agilité étaient quasiment des mots indissociables. Un des problèmes que des gens ont vus dans Extreme Programming, c'est qu'il y avait peu de techniques, peu de pratiques, peu de principes, outre le planning game, pour ce qui est de la planification agile. Rapidement est venu le problème de comment je fais pour organiser mes équipes, comment je fais pour rendre mes équipes plus performantes, comment je fais pour faire de la gestion d'équipes agile. Scrum va naître. Il va même naître après Lean, Kanban. La majorité des entreprises agiles vont adopter ça. Mais peut-être qu'avec le temps, aujourd'hui, il est temps de se poser la question, a-t-on oublié certains fondements qui étaient dans Extreme Programming? Certains fondements qui parlaient en fait d'architecture puis qui parlaient de développement logiciel. Parce qu'après tout, l'agilité est née pour le développement logiciel. Le problème, c'est qu'avec le temps, plusieurs entreprises se sont ramassées dans une espèce de cas où les équipes commencent à être capables de produire rapidement de la valeur. Cette valeur-là, ils s'améliorent avec, ils veulent produire plus, mais leur vélocité chute sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être oublié une des prémices qui était une hypothèse qui était à la base de l'agilité. Ken Beck avait dit, OK, on va accepter le changement, parce que l'agilité, c'est ça. C'est d'être capable d'accepter le changement, c'est d'être capable de livrer le maximum de valeur d'affaires à chaque minute, à chaque seconde. C'est d'être capable d'être en ligne avec les besoins d'affaires de notre entreprise pour être capable de se revirer de bord sur un dixaine. Mais il y avait une hypothèse. L'hypothèse, c'était qu'on était capable de contrôler le coût du changement dans le temps. C'est l'hypothèse qu'on était capable de maintenir la complexité du logiciel à des niveaux relativement bas, à tout le moins pas exponentiels. Le problème qu'on voit, c'est que beaucoup de nos clients viennent et disent « OK, j'ai adopté Scrum, mais je n'ai pas attaqué le problème de la complexité. Plus le logiciel avance dans le temps, plus ça me coûte cher à faire des fonctionnalités. J'ai tous les mécanismes en place. Scrum, le miroir de Scrum fonctionne. Je sais que ma vélocité descend. Je sais que pourtant je m'améliore. Mais mes développeurs continuent à dire c'est de plus en plus dur de travailler dans le logiciel. » Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a une espèce de pont pour lequel on a élargi la quantité des voies. Le tablier du pont est en bon état. Le tablier du pont, on le révise, on l'élargit. Hein? Kanban, le flow, on augmente le flow. Mais on a oublié de s'occuper des piliers qui soutiennent ce pont-là. D'ailleurs, à Montréal, vous connaissez bien ça, les piliers d'un pont. En tout cas. Le développement logiciel durable, c'est plusieurs choses. C'est la gestion de projets durables, mais ça, c'est ce que vous avez probablement déjà avec Scrum. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à un aspect crucial, en fait. L'architecture logicielle est l'espèce d'endroit de rencontre entre la gestion de projets agiles et le développement agile. L'architecture,
C'est une architecture qu'on veut durable. C'est une architecture qui fait en sorte que je maintiens la courbe du coût du changement basse dans le temps. C'est ça une architecture durable. Et ça va être mon propos aujourd'hui. Il ne faut pas cependant oublier les autres pratiques de développement durable, qui sont garder le code propre, avoir des tests automatisés. Si vous n'avez pas de tests automatisés, vous n'avez pas de code propre, vous avez beau avoir l'architecture la plus modulaire, la plus facile d'y brancher en plugin, ben, si les développeurs ont peur de faire des changements dans le code, ça ne donne rien. Alors, il ne faut pas perdre ça de vue, même si aujourd'hui, ça ne sera pas le centre de mon propos. OK, la présentation pour les prochaines 60 minutes va être divisée en deux grandes parties. La première va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui importe, c'est quoi les pressions que j'ai sur l'architecture en agilité. C'est quoi qui font en sorte, qu'est-ce que je dois considérer dans mes décisions comme architecte ou comme développeur? En passant pour le reste de la présentation, là, pour moi, la présentation s'adresse autant à des développeurs qu'à des architectes. Là, okay? On parle de conception, en fait. On parle d'architecture durable qui se passe à n'importe quel niveau. Là. Et la deuxième partie, je vais essayer de faire un survol. Je vais essayer d'aller dans une partie un peu plus technique. Je vais essayer de rentrer quels sont les patrons, quels sont les modèles architecturaux, quels sont les grands irritants architecturaux qui nous empêchent ou qui nous permettent de faire une architecture durable. Malheureusement, en 60 minutes, vous comprendrez que je ne pourrai pas passer tous les patterns de Pattern of Enterprise Architecture de Martin Fowler, un livre que je vous recommande d'ailleurs. J'ai essayé de piger dans, à force de rencontrer des clients et de donner des formations sur le sujet, j'ai essayé de ramasser quelles sont les clés qui ont le plus influencé, qui ont plus aidé ces gens-là à faire de l'architecture durable. Mais c'est quoi aussi qui leur fait le plus mal? C'est ce que j'ai essayé de ramasser. Ça sera malheureusement qu'un survol, parce que malheureusement, nous n'avons que 60 minutes. Alors, débutons. Selon vous, c'est quoi le futur du développement? Qu'est-ce que, selon vous, va être les clés? Qu'est-ce qui va vous occuper pour les 5 à 10 prochaines années? Qu'est-ce qui s'en vient dans 5 à 10 ans d'un point de vue architectural, selon vous? Ah, vous êtes capable, là. Mobilité, ensuite, point de vue architectural, qu'est-ce qui s'en vient? Oui? Oui, le cloud. Oui. Il y a quelqu'un, quand j'ai fait la présentation à Québec, qui m'a répondu les ordinateurs quantiques, mais je pense que c'est trompé de décennie, mais bon. La vraie réponse, là, c'est on s'en fout, vous ne voulez pas le savoir. Vous ne voulez pas savoir qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue technologique dans les 5 à 10 prochaines années. Vous ne voulez pas le savoir parce que vous voulez une architecture tellement durable, flexible, modulaire, que vous n'aurez pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que le coût du changement sera faible. Peu importe ce qui arrivera. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est possible de manière absolue? Non. Mais est-ce que vous voulez viser ça? Je vous le souhaite. Alors, le premier constat que je veux faire, c'est l'informatique, maintenant, là, c'est l'ADN des entreprises. Si vous faites des produits informatiques, je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est l'ADN de votre entreprise, vous ne produisez plus de produits informatiques, vous faites faillite, tirez-les. Bon. Mais par contre, si vous êtes dans une compagnie qui ne fait pas de l'informatique, mais qui a un système d'informatique, un système d'information, je voudrais juste qu'on prenne quelques minutes pour réaliser que le système informatique, c'est l'ADN de votre entreprise. Imaginez demain le système informatique de votre entreprise fermé et demandez-vous, est-ce que je peux produire de la valeur? Probablement pas. La majorité des organisations de nos jours dépendent de leurs logiciels, dépendent de leurs outils informatiques pour être capables de produire de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut produire de la valeur, puis il faut en produire vite. Il faut aussi bien produire la valeur. Ça veut dire aussi que j'ai l'impression que la marge entre la maintenabilité et la production, la maintenance et la production et l'évolution est rendue extrêmement mince. Le produit, c'est un peu révolu, je pense, le temps où on dit « Ah, voici le morceau de l'entreprise qui est fait manuellement, on va l'automatiser pour rendre ça rapide, puis si jamais ça ne se fait pas, on fera le bain à la main quand même. » On est probablement rendu dans une autre ère. On est rendu dans l'ère où le système informatique continue à évoluer avec les décisions d'affaires. Chaque décision d'affaires a un impact sur le système. Ça veut dire que comme nous, là, comme département de TI, comme producteur de logiciels, on peut être soit la remorque, on peut être les pauvres là, qui empêchons la direction d'être capable de prendre des décisions au jour le jour. La vraie question, c'est est-ce que l'architecture qu'on a en place permet de changer facilement les choses dès que l'entreprise veut aller ailleurs, dès qu'elle veut se revirer? L'informatique, ça a toujours bougé vite.
J'ai l'impression que ça bougera encore plus vite maintenant. Ça ne va pas ralentir. On est un des domaines qui va le plus vite. Ça bouge extrêmement vite. Vous avez 2 trains en marche, en fait. Si vous êtes en agile, c'est probablement parce que vous avez déjà constaté que le train de la production de valeur, de la livraison continue est en marche. Vous avez besoin de livrer de la valeur à chaque instant. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin d'être dynamique. Mais il y a aussi le train de la technologie. La technologie arrive vite. J'ai l'impression dans les dernières années que c'est un petit peu révolu l'époque où les technologies remplaçaient l'une avec l'autre. On a un parapluie de technologies. Chaque technologie nous offre un morceau. Chaque technologie peut être appropriée à un contexte, mais pas à un autre. J'ai l'impression que maintenant, il va falloir que nos architectures soient conçues de manière à faire en sorte qu'on puisse facilement dire le projet A besoin d'une base de données NoSQL, mais pas le projet B. Est-ce que l'architecture en place permet ça? Est-ce qu'on a peinturé des requêtes SQL du UI jusque dans la logique d'affaires? Si c'est le cas, oubliez ça. Vous avez 3 choix avec le train. Vous pouvez être la personne qui est assise à la gare et qui regarde le train passer. Vous pouvez être aussi la personne qui est partie un peu en retard et qui court après le train. Puis là, vous avez 2 choix. Soit vous continuerez toute votre vie à courir après le train, ou bien vous essayez de le rattraper. C'est une position essoufflante, par contre. Vous pouvez être le 3e cas, l'entreprise qui est assise dans le train. C'est la position la plus confortable. Parce que c'est la position qui permet de faire en sorte qu'on acquiert les connaissances et les technologies, on les assimile à une vitesse digérable, même si le train va vite. J'ai l'impression qu'un des défis qui nous attend beaucoup maintenant, c'est notre capacité comme organisation à être capable de comprendre, connaître une panoplie de concepts émergents, d'être capable de les appliquer intelligemment dans chaque contexte. En architecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une tonne de principes et de patrons, mais les connaissons-nous? Bon, parlons un petit peu justement d'info nuagique. Je vais laisser 2 secondes pour lire la diapo. Bon, alors, mon objectif n'est pas vraiment de parler de est-ce qu'on veut faire du big data, est-ce qu'on veut être dans le cloud, est-ce que c'est une bonne chose, cloud privé, pas privé. C'est pas ça. J'ai pas le goût aujourd'hui de parler de est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue affaires. Je vais vous parler de c'est quoi l'impact architectural de ça. Je vais rephraser ça. Le nuage fait en sorte que vous devrez penser de plus en plus distribué. Et puis notre architecture est grandement impactée par cette capacité ou non d'être distribuée. Il faut se rendre compte que ça dépend jusque dans les moindres détails et décisions d'un développeur ou d'un architecte. À chaque fois que vous mettez un singleton dans une application, vous réduisez un petit peu votre capacité à être distribuée, puisque vous mettez une variable globale. Vous pourriez choisir d'aller vers de la programmation fonctionnelle, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la programmation orientée objet. Les entrepôts de données me semblent être quelque chose d'extrêmement peu sûr. Jamais, mais jamais, j'ai vraiment raté mon pari, là, jamais j'aurais pensé il y a 5 ans entendre une compagnie d'assurance me dire « Nous considérons sérieusement NoSQL. » Je pensais que SQL, Oracle, là, c'était immuable. Là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, en fait. Il y a des avantages incroyables. Mais est-ce que NoSQL est bon pour tous vos projets? Non. Idéalement, ce que vous voulez, probablement, c'est de faire en sorte d'avoir une architecture en place qui ne vous oblige pas à peinturer la même choix de base de données pour tous vos services. Est-ce que l'architecture en place permet ça? La vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on a une architecture suffisamment durable et évolutive qui fait en sorte que je peux changer d'idée en limitant les dégâts? Un concept important en architecture, surtout en architecture évolutive quand on est en mode agile, c'est pas d'essayer, surtout pas de faire de big design upfront dans lequel on essaye de dire « je vais prévoir tous les cas ». Parce que pendant ce temps-là, vous produisez combien de valeur d'affaires? 0. Vous avez combien de boucles de rétroaction pour savoir est-ce que mon architecture correspond réellement aux besoins? Aucune. Ce que vous voulez, c'est une architecture qui migre avec le temps, mais c'est une architecture où probablement vous n'aurez pas pensé à tout. Ce que vous voulez, c'est briser les vagues. Ce qui fait le plus mal dans un système qu'on veut changer, c'est la vague du changement. C'est le syndrome de je modifie une classe A, et puis ensuite je dois modifier la classe B, puis je dois modifier la classe C, puis la classe D, puis oups, il faut modifier la classe A. On appelle ça le ripple effect en anglais, l'effet d'avalanche d'un changement.
change un morceau du système, puis woum! Le système au complet vient de se faire changer. C'est l'effet le plus dévastateur. C'est là que ça cause la peur, puis c'est là, en fait, qu'on fait des quick patch parce que là, il ne faut pas trop changer le système. Ce qu'on veut, c'est une architecture qui met des brise-lames. On veut quelque chose qui fait en sorte qu'il retient les vagues. J'accepte que si je change la manière dont les fonctionnalités touchant l'utilisateur changent, que ce coin-là, que les classes dans l'agrégat proche de l'utilisateur soient changées. Ce que je ne veux pas, c'est qu'un changement comme celui-là ait un impact sur l'entièreté du système. Je veux limiter la propagation des vagues. Et cette limitation de propagation de vagues se fait à différents niveaux. Alors, le premier niveau, c'est dans le code, c'est chaque classe qui essaie de limiter la quantité d'exposition qu'elle donne vers les autres pour limiter les changements vers elle. Ça se mesure après par des interfaces, on va voir par de l'abstraction. Après ça, c'est par peut-être des microservices, encapsuler les zones du système dans des contextes. Puis ensuite, peut-être identifier et séparer les systèmes, etc. Ce qu'on veut, c'est un mécanisme de plugin dans notre architecture qui fait en sorte que je peux changer autant les décisions d'affaires que les décisions technologiques en ayant le minimum d'impact. Le défi moderne, selon moi, c'est la maintenabilité. Est-ce qu'on va être capable de maintenir nos logiciels pour maintenir notre vitesse et notre cadence de production de valeur d'affaires? La qualité interne est rendue prioritaire pour être capable de continuer à générer de la qualité externe. Sinon, en fait, le développement, c'est comme un flot, c'est comme un tuyau. Le tuyau, si vous le penchez mal, la graisse va s'accumuler dedans. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand la graisse s'accumule dans un tuyau? La pression augmente. Et quand la pression augmente dans le tuyau, les premiers visés, généralement, c'est les développeurs. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle généralement des quick patch, des workarounds, ce genre de trucs-là. Vous savez le genre d'affaires qui scie l'architecture en deux, là? C'est ça qu'on fait parce que la pression commence à augmenter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on veut livrer moins vite pour livrer de la qualité. Ça veut dire qu'on veut une architecture et des pratiques de développement durable qui font en sorte que je suis capable de livrer encore plus vite et de maintenir la cadence. Alors, j'ai beaucoup parlé de développement durable. Qu'est-ce que l'architecture logicielle durable? Je vais faire un parallèle. C'est quoi le développement durable dans nos sociétés? C'est la capacité d'une génération à générer de la croissance économique tout en permettant à la génération suivante de générer la même croissance. En informatique, c'est la même chose. Ce que vous voulez, c'est faire en sorte que pour chaque sprint, votre vélocité, la production de valeur, n'impacte pas la production de valeur de la suivante. C'est la même chose. C'est du développement logiciel durable. OK. Alors, j'aime bien la citation de Robert T. Martin avant de rentrer dans la deuxième partie. Un bon architecte est la personne qui maximise les décisions à ne pas prendre. Et non pas de prévoir tous les cas, pas en agilité du moins. C'est la capacité à faire en sorte d'être flexible, c'est d'être capable d'accepter le futur changement. Alors, concrètement, je ne pourrais pas parler de tout, de toute façon, en 60 minutes, j'aurais jamais réussi. Ce que je veux, c'est on va essayer de se transformer en petite abeille. On va décoller et on va aller butiner quelques fleurs. J'ai choisi les fleurs qui, selon moi, donnent le meilleur goût de miel. Ça ne veut pas dire, par contre, que dans votre entreprise, ça sera la même combinaison. Il n'y a rien de blanc, puis il n'y a rien de noir. Alors, prenons une petite abeille, puis décollons. On va commencer par un constat. La majorité des programmeurs que je vois maîtrisent souvent, dans très grande majorité, très, très bien, les langages orientés objets. Je vois peu de développeurs qui maîtrisent malheureusement le paradigme orienté objet. Je vois énormément de code spaghetti encapsulé. C'est pas parce qu'on utilise le mot-clé classe qu'on fait de l'orientation objet. En passant, l'orientation objet n'est pas à propos de l'encapsulation. L'encapsulation, ça existait en C. Ce qui est nouveau, c'est la gestion des dépendances. C'est l'abstraction, en fait. Si on a un système avec seulement des classes, avec aucune classe abstraite, en fait, vous avez une bonne encapsulation, pas orientée objet. C'est de la programmation structurée. Oui, les langages orientés objet ont facilité l'encapsulation, mais ce n'est pas ce que l'orientation objet amène de ce plus. C'est la gestion des dépendances.
Le problème de ça, c'est qu'on se ramasse avec les mêmes problèmes, duplication de code, couplage, et c'est tout l'inverse de tout ce que je vous ai présenté avant. C'est exactement le phénomène de change quelque chose, puis vling! Le système au complet vient de se faire changer. Ben oui, parce que le couplage est tellement élevé. C'est un triste constat, en fait, d'autant plus que ça fait longtemps que ça existe, l'orientation objet. Puis en passant, ça n'a pas d'importance si c'est en Java, en .NET, en Ruby. Alors, quelques principes. La première chose, c'est que je veux revenir sur ça, c'est le clé. Puis là, vous allez dire, pourquoi il parle de ça au lieu de me parler d'SOA? Là? Je parle de ça parce que quand même vous voudriez faire du SOA, du microservice ou n'importe quelle architecture, la réalité, là, c'est que j'ai vu trop de systèmes qui sont en fait un système modulaire bloc de béton. Alors, on a du SOA, on a plein de services, mais c'est tous des blocs de béton. Parce qu'à la base, quand on creuse dans le détail, on ne maîtrise pas l'orientation objet. C'est un triste constat, mais c'est malheureux. Je donne beaucoup de formations de TDD, puis à peu près toutes les formations de TDD finissent par de l'orientation objet à la fin. On n'est pas capable de tester parce qu'on a du code spaghetti encapsulé. L'orientation objet est à propos, en fait, de la gestion des dépendances. Ce qui est révolutionnaire en orientation objet, c'est l'inversion de la flèche que vous voyez ici. Pour la première fois en haut, on est capable de faire en sorte que la flèche de flow d'exécution de mon programme est inversée par rapport à la dépendance. Je suis capable de faire en sorte que le guichet appelle le code et exécute le code d'un des deux comptes, inter ou interbanque, sans pour un temps être couplé avec. C'est ça que l'orientation objet a amené, en fait. C'est l'interface ou la classe abstraite compte qui fait en sorte qu'il y a un point de jonction. Je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir émerger un pattern, c'est un plugin, en fait. La logique d'affaires se trouve en haut et ma logique d'affaires est indépendante du bas, qui est probablement peut-être technologique. J'ai mis un briseur de vagues ici. Mon interface, mon abstraction est un briseur de lames de vagues. Je suis capable d'empêcher la vague d'un changement de se propager. Si je change la manière dont les comptes internes sont gérés parce que la compagnie est achetée par une autre compagnie, je n'ai qu'à écrire une autre classe, compte de nouvelle compagnie, et j'ai combien de lignes de logique d'affaires à changer en haut? 0. Parce que j'ai un briseur de vagues au milieu. L'orientation objet est à propos des plugins, est à propos d'être capable de mettre des prises de courant. La meilleure analogie, selon moi, c'est ça. À qui viendrait-il l'idée, pour brancher sa lampe, d'ouvrir le mur puis de souder de fils? Pourquoi, dans le code, généralement, je vois plein de soudures de ce genre? Pourquoi je vois trop souvent du code de UI directement soudé avec un appel à la BD? Après ça, le problème, c'est quand je viens pour dessouder, il faut tout dessouder. Alors qu'en fait, l'abstraction qu'on a vue tout à l'heure, c'est un point de jonction standardisé avec un API qui a moins de chances de changer que l'implémentation. C'est ma prise de courant. Mais évidemment, l'idée, ce n'est pas de mettre des prises de courant à tous les 2 cm. C'est de jongler efficacement avec cette capacité qu'on a avec les interfaces et l'abstraction. Alors, c'était mon premier constat, mais probablement le plus important. Ah, un autre exemple, pardon. Alors, voici l'exemple que je vois le plus souvent. Alors, une classe X qui contient de la logique d'affaires, qui a un if qui choisit la base de données. La journée où vous voulez un autre type de base de données, qu'arrive-t-il? Ça se transforme en switch. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que là, si jamais je veux en rajouter d'autres, il faut modifier X. Mais là, il y a aussi Y, Z, X, D, qui tous ont le même if. Parce qu'il n'y a pas juste une classe, là, normalement, là, qui parle à la BD. Là. Alors que si j'avais utilisé une abstraction, je peux couper la dépendance, mettre un repository. Vous pourrez trouver ce pattern dans Pattern of Enterprise Architecture, si je ne me trompe pas. Et dans le fond, tout ce qui intéresse ma classe d'affaires, c'est tu peux-tu me trouver là, le machin dont l'ID est 23? C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, là, c'est du détail technique. Vous allez dire, pourquoi peut-être une présentation aujourd'hui nous présente quelque chose d'aussi de base? Bien, parce que je vois ça tout le temps. C'est peut-être un exemple simple, mais il y en a plein comme ça. Des switch cases dupliqués, j'en vois tout le temps. Vous ne pourrez pas faire d'SOA, de microservices, si vous n'avez pas ça. Vous ne pourrez pas faire d'architecture durable. C'est dommage à dire,
mais votre capacité à être itératif incrémental est impactée par ça. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça la réalité. Parlons un peu du tel long task. Qui connaît le tel long task? J'ai besoin d'un volontaire. Il se cache. J'ai besoin d'un volontaire. Ah. Qui se porte volontaire? Oui? Alors, parfait. Peux-tu te rasseoir et te relever, s'il te plaît? Peux-tu te relever? Est-ce que tu acceptes de danser sur la chaise? C'est pas nécessaire. Des fois, je me fais pogner de même. Ou quelqu'un veut le faire. Tu peux te rasseoir, merci. OK. Ce qui vient de se passer, là, vous allez dire c'est quoi le rapport, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu un get là-dedans? Non. J'ai envoyé un message à monsieur. Monsieur a interprété le message, a envoyé un autre message à ses cellules, et finalement, il s'est levé. Après, quand je lui ai dit de danser, il aurait pu choisir de ne pas danser. Est-ce que j'ai fait monsieur.getbrain.getlegs, .7 hauteur, 3 cm, 7 hauteur, sleep, Voici un exemple concret du tel long task. Tell, don't ask. J'envoie un message. D'ailleurs, si vous vous souvenez, en small talk, comment on appelait ça, l'appel de méthode? L'envoi de message. On envoie un message. Les train wrecks, là, vous savez, get, là. Ça, c'est un autre soir d'architecture durable, là. Parce qu'à chaque fois que vous faites get, là, on s'entend que le troisième au bout est impacté par les changements dans le premier, là. Alors, voici le tel long task. Envoyer une commande plutôt que d'aller chercher l'information. Ironiquement, la meilleure description du tel long task que j'ai vue est dans un livre qui s'appelle Software Development Guided by Test par Steve Freeman et Nat Price. Parlons un peu, est-ce que quelqu'un connaît le domaine anémique? Alors, c'est une expression qui est sortie de Martin Fowler. Vous trouverez sur son blog. En passant, Martin Fowler, juste un bémol, là, lui est entièrement contre. Je vais nuancer tout à l'heure, mais présentons ce que c'est. Alors, le domaine anémique, c'est un domaine où les objets ont des données, mais pas de comportement. Bref, ils ont des getters, des setters, mais pas de méthode. Alors, on appelle ça un domaine anémique parce qu'en fait, le domaine, là, son sang, là, ses données coulent partout. C'est ce qu'on appelle un domaine anémique. Puis, généralement, on a une couche par-dessus avec des services qui portent généralement le nom de manager, process ou quelque chose du genre, qui gèrent ces données-là et opèrent dessus. Il y a un certain nombre de défauts à ça. Le premier, c'est que ça va créer rapidement de la duplication. Je vais vous donner un exemple. En plus, le fait que les données coulent va poser un problème. Si vous avez une classe personne qui a un âge dedans, la journée où vous voulez dire, OK, ben, vous avez 3-4 places là, dans le système où si c'est un enfant, il faut faire quelque chose, mais si ce n'est pas un enfant, il ne donne pas de rabais. Là. Vous pouvez imaginer plein de règles d'affaires autour de ça. Si vous avez des services qui sont classés par processus, en fait, le if là, qui vérifie est-ce que l'enfant a moins de 12 ans, il est à plein de places. La journée où vous décidez que l'âge d'un enfant, c'est plus 12 ans, c'est 8 ans, vous avez plein de places à changer. Alors que si la méthode avait été dans la classe personne, en lui demandant « Es-tu un enfant? » déjà, c'est mieux. Au moins, je délègue et je rends privé pour vrai. Vous savez, quand on disait dans certaines bonnes pratiques à une époque, mettez vos données membres d'une classe privée, c'était pas pour mettre des getters publics. Alors, le domaine anémique, c'est à propos de ça. C'est le fait, finalement, qu'on va laisser couler les données. Vous allez avoir d'autres problèmes, c'est que je vous garantis que vos services vont devenir des God class. Les God class, c'est les classes qui savent tout et qui font tout, là. Je vous le garantis. Ça vient très rapidement. La classe, dans les formations, je demande toujours aux gens, est-ce que vous pouvez me nommer la classe que vous ne voulez pas toucher? Puis là, tout le monde part à rire, puis ils ont toutes la même. Puis le fait de faire des modifications aura un effet d'avalanche très grand, en fait, parce que chaque modification de logique d'affaires est éparpillée. Le but de l'orientation objet, c'est d'encapsuler des concepts, pas d'encapsuler des traitements. Il y a une nuance entre les deux. Mais là, vous allez dire, ouais, mais c'est-tu forcément mauvais? J'ai vu plein d'architectures qui font ça, notamment qui fait du Ruby on Rails? Oh, j'ai pas un gros public Ruby. Alors, Rails, par défaut, fait un domaine anémique. C'est pas nécessaire, en passant de le faire, mais par défaut, c'est le modèle qui le propose. C'est pas mauvais, un domaine anémique. Tout dépend de dans quel type d'application vous êtes.
Si vous êtes dans une application CRUD, Create, Read, Update, Delete, là, vous avez probablement intérêt à faire un domaine anémique. Si vous faites seulement un site web qui pompe des données d'une base de données, qui les affiche, qui les modifie, puis qui a peu de logique d'affaires, le domaine anémique va avoir un avantage. C'est très rapide à développer, c'est assez facile de faire les changements, c'est assez simple. Vous allez développer rapidement. La raison pour laquelle je passe une bonne partie de mes minutes là-dessus, c'est que j'ai vu plein d'entreprises qui ont un domaine anémique, pas par choix. Pas parce qu'ils se disent « Ah, ben c'est une application CRUD, cette affaire-là, c'est un formulaire qu'on sauvegarde directement, puis c'est fini. » J'ai vu des entreprises avec quelque chose comme, dans un sous-système, 900 règles d'affaires complexes, avec un domaine anémique. Alors, c'est ça le problème. Ce que je veux essayer de vous passer comme message, c'est connaître la chose pour après ça se demander, suis-je dans un contexte qui demande ça ou pas? Est-ce que je suis conscient que je viens de faire une architecture moins durable si j'ai la logique d'affaires complexe? Est-ce que je suis conscient de ça? C'est ça la principale chose. C'est ça l'art, en fait, de faire de l'architecture durable. C'est choisir la solution la plus appropriée. Et peut-être que dans votre entreprise, ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est des morceaux de microservices qui ne sont pas faits avec le même modèle architectural. La partie qui ne fait qu'afficher les données et permettre de les saisir est faite dans un domaine anémique, facile, avec un framework qui s'occupe de tout ça pour vous. Mais la partie qui contient toute la logique d'affaires intense, là, peut-être que ce système-là n'a pas besoin d'avoir la même architecture. L'architecture durable, selon moi, dans le futur, va passer beaucoup par la capacité à faire en sorte d'avoir une architecture adaptée à chacun des contextes et chacun des projets. Active Record, maintenant. Active Record, c'est le pendant de ça, c'est le fait d'aller mettre dans la classe une méthode save ou find. Donc, dans la classe user, on a find user, qui est généralement une méthode statique. Puis après ça, vous allez avoir save, qui est une méthode qui permet de sauvegarder les données de la classe elle-même. Le problème de ça, c'est qu'on va voir tout à l'heure les Solid Principles, c'est que ça viole un principe qui s'appelle le Single Responsibility Principle, qui dit qu'une classe devrait avoir une seule raison d'être modifiée puis d'exister. Ben, elle a deux raisons d'exister. L'infrastructure de sauvegarde et la logique d'affaires qu'elle contient, finalement. Okay? C'est encore une fois pas forcément mauvais, mais il y a quand même des conséquences à faire ça. Surtout, encore une fois, si vous avez beaucoup de logique d'affaires. C'est toutes des questions à se poser. Il existe une série de principes qu'on appelle les principes solides, qui sont tous des contraintes, en fait, pour vous permettre de juger. Ce sont des principes, ce ne sont pas des lois, mais ce sont des principes qui vont vous permettre d'aller voir, est-ce que mon design est ni plus ni moins durable? Est-ce qu'il y a une seule responsabilité par classe? Est-ce que je suis ouvert à l'extension? C'est-à-dire, est-ce que chacune de mes... Dans un monde idéal, là, ce que je voudrais, c'est que chaque classe de mon système, je peux y étendre ce comportement sans jamais modifier du code existant. C'est illusoire, vous n'y arriverez pas. Mais voyez-vous la puissance de ça? Je peux, à tout moment, même pour faire des changements, ajouter sans modifier. Hein? C'est cool! Ah, ces principes-là vont vous limiter ça, ils sont en opposition l'un avec l'autre de manière à baliser et d'optimiser ce qui, pour vous, est le mieux. Alors, l'important, c'est de connaître ces principes-là. J'ai envie de monter un peu d'un niveau, maintenant que j'ai parlé vraiment de la base, et puis parler un peu de patron d'entreprise. Aucun rapport avec les boss là, dans l'entreprise. Hein? Alors, vous avez une factory puis un repository. La factory, son rôle, c'est de créer des objets. C'est l'usine, probablement en Chine. Là. Donc, c'est l'usine qui crée vos objets. Alors que le repository, c'est un entrepôt de données. C'est là où vous entreposez votre matériel. Alors, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous fabriquez votre jouet en Chine que vous n'allez pas l'entreposer ici, dans un entrepôt. Ces deux concepts, c'est des concepts de la réalité qui sont repris dans des designs, dans des architectures. Alors, l'entrepôt, en plus, j'ai un de mes collègues qui aime bien dire que la mission de l'entrepôt, c'est d'hydrater et de réhydrater et de déshydrater des objets. Alors, ceux qui utilisent des ORM genre Hibernate ou Entity Framework, là, bien, en fait, le but, là, c'est d'hydrater puis déshydrater les objets. Ils existent encore. Quand vous allez chercher le client numéro 23, vous ne le créez pas, vous le réhydratez, en fait. Malheureusement, ces deux concepts-là sont souvent mélangés dans une classe qui porte le nom de
manager, qui a souvent beaucoup de méthodes statiques d'ailleurs, puis qui parle à la BD et qui crée l'objet. Les deux concepts peuvent évoluer de manière différente. La création de l'objet, plus tard, peut se faire différemment de la méthode d'entreposage. Voyez-vous, là, l'entrepôt, lui, il est couplé à quelque chose de low level. C'est couplé à votre mécanisme d'entreposage, alors que la factory, elle, crée des objets. C'est pas la même chose. Puis vous dites, oui, mais temporairement, je veux réutiliser parce que, tu sais, c'est quand même similaire. Puis là, je vois pas trop la distinction entre les deux pour l'instant parce que j'ai pas... OK? Mettons, là. Mettons. Servons-nous de l'abstraction? Pourquoi pas faire deux classes, deux interfaces au-dessus de ça? Faites votre Machine Manager, là. Un autre nom serait meilleur, là. Mais faites votre classe, puis faites en sorte qu'il implémente deux interfaces, la Factory et le Repository. Faites en sorte que l'ensemble du système n'utilise que les interfaces. Qu'est-ce que ça fait? Que la journée où vous dites « Ouais, merde, là, maintenant, il faudrait les séparer. Avant, on ne trouvait pas un bon rapport coût-bénéfice à le faire, là. Mais maintenant, c'est rendu une God class. Il faut diviser ça en faisant du refactoring, là. » Voyez-vous, vous n'avez pas impacté le reste du système, parce que le reste du système est encore couplé aux interfaces séparées. C'est ce genre de façon de penser-là qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une architecture durable. Parce que je me suis dit, OK, je n'ai pas besoin de prendre la décision maintenant. Je déciderai bien plus tard si je veux le séparer, mais ça n'aura pas un impact sur l'ensemble de mon système. Il faut toujours calculer, quand on prend des décisions architecturales, quel est l'impact de la vague, quelle va être la force de la vague et jusqu'où elle va se propager. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Les DTO, maintenant, je ne vois pas beaucoup, souvent, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de ça. Un Data Transfer Object qui est peut-être représenté par une classe, mais qui n'est pas une classe. Un DTO, c'est une structure de données, OK, qui contient des données. Là, c'est le temps de mettre juste des getters, OK? Mais pas de setters, c'est supposé être immuable. C'est le temps de mettre les getters. Le but du DTO, c'est de se promener d'une couche à l'autre. Malheureusement, j'ai vu trop d'architectures où les objets qui servent à modéliser les tables sont directement avec une relation 1 pour 1. C'est-à-dire que pour une table, on a une classe qui possède les mêmes attributs que les colonnes. Puis après ça, cet objet-là remonte jusque dans l'UI, est sérialisé en JSON puis est envoyé dans le navigateur. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'architecture Jello. Tu brasses un peu l'UI, puis il faut ranger la table en bas. Tu changes une donnée dans la table où tu dis, ouais, là, il faut faire une analyse de changement, parce que là, si on change cette table-là, il y a 5 systèmes, puis là, ça va même impacter l'UI. Quoi? Il s'en sert-tu, cette donnée-là? Non, mais c'est parce que là, dans l'objet, là, on change le type, puis là, ça va se ramasser en JSON. Oh boy! Ce que j'appelle l'architecture Jello, là. Malheureusement, en plus que j'ai vu des problèmes de sécurité, du genre, quand il y a un mot de passe en clair dans une base de données, bon, déjà, c'est pas une bonne idée, là, mais il y a un mot de passe en clair, puis là, tout est sérialisé. Fait que où est-ce que vous pensez que le mot de passe se ramasse? Dans le JSON, dans le browser. Donc, bon. En tout cas, mais en dehors de ces problèmes-là, ça pose un problème de durabilité parce que, en fait, mon système, il est comme ça, complètement couplé ensemble. S'il y a une place où on veut mettre une séparation, c'est bien en passant, surtout dans les architectures web maintenant, c'est bien entre le UI, le web, et le reste de mon système qui fait les traitements d'affaires. La représentation n'a pas besoin d'être un point. Le DTO, c'est le container, c'est le conteneur qui transporte l'objet sur le bateau temporairement, qui passe dans le canal jusqu'à chacun de mes systèmes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous lisez et vous voulez faire du microservice, qui est à la mode actuellement, microservice, SOA, toutes ces choses-là, si vous voulez faire ça et que vous n'avez pas de DTO, ça veut dire que oui, vous avez fait plein... Ah, c'est cool, et on a tout architecturé notre affaire avec 50 services. Oui, ils partagent tous les mêmes objets. Fait que c'est quoi la différence entre 50 services et 1? Si je fais un changement dans le service 1, je dois faire un changement dans les 49 autres. Donc, finalement, j'ai une impression de modularité, mais je ne l'ai pas, en pratique. Est-ce que je suis suffisamment découplé? Et là, quelles sont les stratégies potentielles pour ça? Vous en avez plein. Est-ce que je veux faire une message queue? Est-ce que je veux faire une pile d'événements? Est-ce que je veux faire utiliser un ESB? Mais là, à ce moment-là, on passe des messages qui sont différents, qui ne sont pas bindés avec les applications jusque dans leur centre de leur domaine non plus. C'est toutes des questions architecturales qu'il faudra se poser, mais il faut voir l'impact, encore une fois, de mes changements sur le reste. Le but, ce n'est pas de séparer des services, le but, c'est de les séparer de manière à limiter la propagation des changements. Toujours la même chose, en fait. OK. Grands modèles architecturaux. Alors, je m'élève un peu, là.
OK, on a parlé fondement, on était dans le code. Après ça, on est allé plus haut. On a commencé à regarder le repository. On est plus dans le système d'entreprise. Je me sens en gros guillemets, j'aime pas tellement dire ça, là, mais c'est comme ça, généralement, que les livres, vous allez trouver les références. Parlons un peu maintenant de modèles architecturaux. On va faire un retour dans l'histoire. À une certaine époque est né un modèle qu'on appelle le modèle hexagonal ou le Port and Adapter, qui est un modèle dans lequel le principal objectif est de protéger le domaine d'affaires. Domaine d'affaires contenant quoi? Toute ma logique d'affaires. En passant, là, si vous travaillez pour une compagnie qui a beaucoup de logique d'affaires, là, ça vaut cher en tabarouette, cette logique-là. Là. C'est la business. Vous souvenez-vous, au début, j'ai dit que c'était l'ADN de vos entreprises. Bien, l'ADN de votre entreprise, il est dans le domaine, là, c'est ce code-là. Là. C'est ça, votre entreprise. Votre entreprise, c'est aussi des données. Mais en passant, si vous êtes développeur versus DBA, vous ne vous intéressez pas à la même facette. Les deux sont hyper vitales pour l'entreprise. Le problème, par contre, c'est que l'histoire est en train de nous montrer que ce n'est pas forcément orthogonal. Le stockage des données est optimisé d'une certaine façon qui n'est pas forcément optimale pour une façon d'être capable de rechercher et comprendre la logique d'affaires. Donc, le mieux, c'est d'utiliser une architecture en plugin dans lequel on va essayer d'avoir un centre, le domaine avec la logique d'affaires, qui est protégé. Toutes les flèches de dépendance, normalement, devraient pointer vers le domaine. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux faire des changements avec l'extérieur sans faire des impacts. C'est tout le temps une question de propagation de vagues. Ce que je veux, c'est être capable de changer le type de base de données sans impacter ma logique d'affaires. Et on se rappelle qu'est-ce que j'ai dit au tout départ avec l'abstraction? L'abstraction joue un rôle clé là-dedans. Ce que je viens faire, c'est que je viens placer une abstraction à la frontière de mon domaine pour faire en sorte que la base de données, par exemple, est un plugin à ma logique d'affaires. Je fais la même chose avec le UI. Le UI, c'est un plugin à la logique d'affaires. Puis je peux vous le démontrer avec l'exemple suivant. Vous avez un système qui a un UI web. Puis une bonne journée, quelqu'un dit « On a d'autres clients qui en auraient besoin de ces informations-là. » Vous dites « Ah, on va offrir un web service. » C'est un autre UI, ça. La logique d'affaires traitait que l'appel de l'événement provienne du UI avec un clic sur un bouton ou que ça provienne d'un autre système qui appelle ça en SOAP, en REST, en n'importe quoi, là, ça ne change rien. La logique est la même. Alors, le UI est aussi un plugin à mon système. Une chose importante que Bob Martin exprime beaucoup, c'est qu'une architecture devrait créer le domaine d'affaires, elle ne devrait pas créer la techno. La majorité des applications qu'on ouvre, la première chose que vous pouvez dire, c'est pas « c'est une application de paid ?» Non. La première chose, en ouvrant l'application qu'on voit, c'est « Ah, c'est une application MVC ». Idéalement, ce que je voudrais voir, c'est le domaine, c'est ça qui a le maximum de valeur, pas que c'est du MVC. Ce qui nous amène à deux grands modèles. Domain-driven design. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça ou qui l'applique peut-être? Oui, quelques personnes? Ah, c'est cool. Donc, Domain-driven design qui vient plutôt de la version client riche, donc là, on n'est pas du tout dans le domaine anémique, là, soit dit en passant, est un modèle architectural pour les cas où vous avez de la logique d'affaires complexe à traiter. En passant, je ne sais pas vous, mais moi, ça sent le brûlé, mais en tout cas. Oui. OK, je ne suis pas tout seul. Mais bon. Donc, excusez. En Domain-driven design, ce que vous voulez, c'est avoir les cas où vous avez de la logique d'affaires complexe. Ça va permettre de séparer cette logique-là en contextes. Et chacun de ces contextes-là pourra avoir sa propre architecture, son propre domaine, finalement. Mais on est toujours basé sur le fondement initial que le domaine est une chose importante et que ce domaine-là doit être protégé sous la forme de plugins. Voyez-vous, en passant le lien avec ce que j'ai dit dans la première partie de la présentation, si j'ai des plugins, si je suis capable de changer les choses et faire en sorte d'avoir des contextes indépendants, je limiterai la portée de mes changements. Et pourquoi je veux limiter la portée de mes changements? Parce que c'est la meilleure façon d'être capable de répondre à ma promesse d'agilité, qui est d'être durable, de livrer itérativement, incrémentalement de la valeur en continu. C'est pour ça. Alors, vous pourrez explorer ce modèle-là si vous voulez. Bob Martin est en train de sortir le sien qui s'appelle Clean Architecture, qui est plutôt basé sur un autre modèle là, de Jacobson, sur un modèle de use case. Pas vraiment en rapport totalement avec les use cases UML, on ne panique pas trop. Mais quand même, son livre est supposément en train d'être écrit.
Et vous pouvez lire en masse sur son blog. Le lien est en bas d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc, c'est un autre modèle. Mais ce que je voulais surtout vous faire remarquer, c'est qu'encore une fois, le domaine est protégé au centre. Dans ce cas-ci, notre domaine, c'est le use case plus le entities, là. Ce domaine-là est protégé du monde extérieur. Regardez le sens des flèches, les plugins qui viennent vers le cœur de mon système. Et encore une fois, vous comprendrez que si vous faites une application crude, là, ça veut dire qu'il fait juste afficher les données de la base de données. Probablement pas pertinent, là. Mais si vous avez 900 règles d'affaires, très pertinent. C'est aussi le problème dans beaucoup de cas où je ne suis pas capable de faire des tests. Les tests, quand vous voulez mettre un mock, quand vous voulez faire un faux, architecture en plugin, facile. Ça a plein de bénéfices, en fait. En conclusion, vous ne savez pas ce que votre produit ou la technologie sera dans 5 ans. Hein? Souvenez-vous du keynote de ce matin, de la presse. On ne sait pas où ça va être demain. Je veux être là où mes utilisateurs vont être. C'est ça que je veux. C'est ça la promesse. C'est pour ça qu'on fait de l'agilité. L'architecture est un élément crucial pour être capable de faire de l'agilité. C'est l'élément qui fait en sorte que je suis capable de ne pas être capable de prévoir le futur, mais d'être capable de m'y adapter. Et une des choses que j'ai essayé de passer comme message tout au long, c'est pour ça, c'est juste une question de vague. C'est juste une question de limiter les vagues. C'est quoi de l'architecture évolutive? C'est une architecture qui limite la propagation des vagues, pas qui empêche les vagues. Si vous voulez empêcher les vagues, là, vous allez avoir un système dans lequel vous allez devoir faire de l'architecture pendant 2 ans, prévoir tous les cas et peut-être tomber sur les bons cas. Puis même si vous tombez sur les bons, la business va vous jouer un tour parce qu'elle va avoir changé d'idée. L'architecture évolutive, c'est à propos de briser les vagues. Et peut-être que certains d'entre vous êtes restés sur votre faim parce que vous pensiez que j'allais parler de SOA, de grand patron architectural, comment architecturer l'entreprise. La réalité, malheureusement, ou heureusement, c'est qu'il faut recommencer des fois à penser à la base. L'équilibre des coûts-bénéfices et les patrons, les façons de faire architecturales qui marchaient il y a 5 ans, peut-être que maintenant que vous voulez passer au cloud, ne sont plus les mêmes. Mais il y a une prémisse importante. Il faut les connaître. Il faut que nos équipes de développement, et pas juste les architectes en passant, que tout le monde dans nos organisations qui font du développement connaissent ces patrons-là. Peut-être pas dans le détail, savoir que ça existe. Parce que rappelez-vous du train. Si on veut être dans le train, il faut maintenir notre compétence, il faut maintenir notre connaissance de ces milliers de patrons-là. Puis oui, il y en a des tonnes. Puis oui, là, de ce temps-ci, on est dans le jus depuis 2 semaines, là, et puis j'ai pas lu de blog pendant 2 semaines, puis là, je regarde les affaires, je me dis « Oh mon Dieu, je suis en retard. » C'est ça la réalité. Pas besoin d'avoir une connaissance forcément approfondie, mais il faut connaître ces patrons-là. Revenir à la base. Parce qu'après tout, si vous choisissez de faire un système orienté objet, c'est le polymorphisme qui est votre plus grand sauveteur. S'il n'y a pas de polymorphisme dans le système, quand même, vous feriez découper ça en 50 services. Chacun sont couplés un avec l'autre et chacun sont immaintenables. Alors, peut-être êtes-vous resté sur votre faim. Peut-être voulez-vous plus de détails de chacun des concepts qu'on a butinés, chacune des fleurs qu'on est allé visiter. J'aimerais faire une suite à cette présentation. Si ça vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer par Twitter ou par courriel ou peu importe, là. Vous avez juste à m'envoyer vos suggestions. J'aimerais faire une suite, peut-être même sur la forme d'un atelier. Alors, si ça vous intéresse, votez pour les sujets qui vous intéressent le plus. Merci.